Donc, à toi, Isabelle. Donc, merci, Nicolas, de la présentation. Bonjour tout le monde. Il y en a une couple que je connais, d'autres en même temps que je découvre, comme Nicolas le disait. Donc, vous avez vu un petit peu d'où je viens. C'est toujours intéressant de savoir les profils différents des gens et tout ça. Grosso modo, après l'Aubainerie, Publisac et Ceratec, j'ai fait du réseautage en recherche d'emploi, puis j'ai réalisé à quel point les petites entreprises étaient moins bien servies dans un contexte de marketing, qu'il n'y avait pas nécessairement de stratégie marketing. Stratégie d'affaires, c'est très proche aussi, évidemment, c'est la stratégie de l'entreprise. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à travailler avec des clients en attendant, ils appellent. Et en attendant, Michel de Remax, il faut que tu enlèves ton son sur ton cellulaire. On va enlever ça, il faut le fermer parce que là, on fait de la distorsion. Il faut l'arrêter. OK, on peut la muter, désolé, désolé. j'ai donné un petit coup de main. Donc, c'est ça. Donc, en faisant du réseautage, je me rendais compte à quel point les gens n'étaient pas équipés, pensaient que c'était plus fait pour les... j'imagine qu'il y a beaucoup de consultants aujourd'hui. On dirait que les PME, des fois, ont comme l'impression que c'est plus fait pour les grandes entreprises, mais non, solopreneurs ou petites entreprises, on a le droit à ça, on en a besoin comme tout le monde. Donc, après 4-5 clients en attendant, comme je disais tout à l'heure, j'ai décidé de partir à mon compte. J'ai eu 50 ans en même temps. Bref, tout c'est mis en ligne, si on veut, pour que je m'offre ce beau cadeau-là. Donc, aujourd'hui, je vous fais... vous voyez toujours mon écran? Oui? OK. Donc, grosso modo, au niveau du marketing, si on veut, quand on parle aussi d'image de marque, l'image de marque, c'est l'image qui se crée dans la tête de tes clients basée sur ce qu'ils perçoivent de toi. Dans le temps, le marketing a aussi beaucoup évolué, puis il y a des gens d'agence aussi actuellement en ligne. Donc, c'est aux gens de se faire la perception de notre entreprise, mais en même temps, c'est à nous de bien le communiquer. Puis comment est-ce qu'on communique ça? Bien, en étant bien aligné, en sachant d'où on vient, où on va. Beaucoup de choses dont je vais vous parler aujourd'hui, que vous avez sûrement déjà entendues. L'idée ici, c'est de rassembler tout ça, se différencier pour mieux performer. C'est ce que je présente en webinaire. C'est aussi une formation que j'ai développée parce que c'est vraiment ça l'essence. Si on veut se différencier dans le marché, de quelle façon le faire? C'est une très bonne façon de le faire. Donc, à vos pattes de notes. Donc, aussi au niveau du marketing, ta marque, est-ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas dans la pièce? Je crois que c'est Jeff Bezos de chez Amazon qui disait ça. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment ça, c'est cette fameuse viralité-là. Donc, qu'est-ce que les gens retiennent de nous maintenant quand on se pose la question par rapport à nos clients? Moi, je dis toujours, on va les aider. On va les aider parce que l'image, je trouve qu'elle est vraiment bonne. Puis moi, je fonctionne beaucoup avec des images. Tantôt, je vais avoir une image d'entonnoir et tout ça. C'est ce qui frappe l'imaginaire, puis c'est ce qui nous aide à retenir les choses aussi. L'image du iceberg, vraiment, c'est le côté de la pointe. Nous, dans notre globalité, l'entreprise, voici tout ce qu'on fait, voici tout ce qu'on est. Mais qu'est-ce qui est essentiel à dire, la partie qui dépasse, évidemment, qu'est-ce qui est essentiel à dire pour que les gens retiennent puis se développent une perception qui est la plus proche de ce qu'on est? On sait, des fois, on fait du réseautage, on fait des rencontres, puis quand les gens résument un petit peu ce qu'on vient de leur dire, des fois, on est « oups, OK », ils ne disent pas tout à fait ce qui est essentiel pour nous. Donc, c'est là l'idée de l'ensemble de tout ça, puis évidemment, de se différencier, c'est essentiel. Le marché est encombré. Je vous ai mis ici une carte de positionnement à l'écran. L'objectif, c'est avec 2 axes de positionnement qu'on définit à travers la réflexion que je vous présente aujourd'hui, de se dire qu'on est quelque part dans ce cadran-là, en haut à droite, et que les concurrents, je dis concurrents, mais des fois, c'est des partenaires aussi. La concurrence, ce n'est pas toujours des gens qui vont chercher notre marché. Des fois, il y a du partage aussi, évidemment. C'est une perception plus large du marché, mais essentiellement, cette présentation-là, quand on va expliquer le petit bout de la pointe du iceberg, de se dire, on est qui, puis qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent de nous? L'essentiel, c'est ça. Qu'est-ce qui nous différencie de cette fameuse concurrence-là? Il y a beaucoup de gens de RH, des coachs aussi aujourd'hui en ligne, le coaching particulièrement. Qu'est-ce qui vous différencie? On est coach d'affaires, on est coach personnel. Ça, c'était la facile au début. Évidemment, c'est un ensemble de tout ça quand on fait du coaching, mais il faut se différencier des autres et ça évite aux gens des fois de faire des rencontres inutiles pour essayer de se trouver quelqu'un qui fait le mieux. Puis l'objectif aussi aujourd'hui, c'est à travers tout ça de faciliter le match entre notre offre de service et nos clients. Je dis offre de service parce que c'est beaucoup en termes
d'entreprises de services qu'on a besoin de se différencier. En termes de produits, c'est plus technique, mais des fois, c'est proche, puis il y a des fois aussi des entreprises qui ont les deux. Donc, je pense à la page suivante. Qui ne connaît pas Simon Sinek? Ça se peut que vous ne le connaissiez pas. Je vais envoyer la présentation par la suite, je pense, à Nicolas, par l'entremise de business.ca. Simon Sinek qui nous explique le fameux why. Hein. On donne l'exemple là-dedans. Je vous laisserai regarder la vidéo à 1 minute 30 secondes. C'est là que ça commence, dans le fond, la partie vraiment intéressante. Au lieu d'être descriptif, quand on parle de nos clients, au lieu d'être descriptif, on est plus dans l'inspiration puis dans le « what's in it for me ». Qu'est-ce que ça va me donner comme client de le recevoir? Comme entreprise, quand on parle à nos clients, souvent, on tombe dans la description de notre entreprise, dans ce qu'on fait, dans nos termes techniques. Puis quand le client nous entend de l'autre côté, le client, des fois, il a de la difficulté à comprendre c'est quoi son bénéfice à lui. Donc, la connexion est plus difficile à faire parce que le client a un effort à faire puis se cherche un petit peu. Donc, plus on va parler le langage du client, plus ça va être facile que la connexion se fasse et que finalement, la personne vous appelle et vous dise c'est avec vous que je veux, avec toi que je veux travailler, dans le fond. Donc, ça ressemble à ça. Mon fameux entonnoir dont je vous parlais tantôt, j'ai d'autres pages, je ne suis pas certaine de toutes nécessairement vous les présenter, mais l'idée ici, c'était vraiment de vous démontrer un peu l'entonnoir que j'ai en tête quand je travaille avec mes clients. Puis quand on veut se différencier dans ce fameux marché encombré-là, il y a 7 étapes dans le fond. Challenger son offre de produits et services. De se dire, tu sais, prendre un moment de réflexion puis de se dire, voici qui je suis, voici ce que je fais. Puis en même temps, qu'est-ce que j'ai fait dans le passé? Qu'est-ce que j'aimerais faire aussi plus tard? Tu sais, des fois, on a des rêves, hein, on aimerait ça offrir un service à des clients, puis on n'est pas trop certain, dans le fond, de l'ouverture des clients. Puis finalement, des fois, on le fait une fois sur demande, mais ça a été un succès, mais on oublie à un moment donné. C'est pour ça qu'on se promène un peu dans l'historique. Puis l'idée, c'est juste de se resituer, encore là, dans notre carte de positionnement tantôt, de se dire, de se resituer dans le marché, puis de bien comprendre notre raison d'être, notre fameux « why » qui ressort de là aussi. Pour ceux qui connaissent le Ikigai aussi, hein, c'est quand même assez proche de ça aussi. Donc, challenger son offre de produits et services. Ensuite, connaître et redécouvrir ses clients. Fait que je les ai mis en côte à côte dans le haut de l'entonnoir ici parce que c'est vraiment le côté, il y a comme un miroir, si on veut, entre les deux. Un miroir ou un mur, hein, si on est capable, si on a une facilité à percer cette distinction-là. Dans le côté, je parle de mon entreprise, voici qui je suis, voici ce que je fais. Mais si je décris, je n'allumerai pas des lumières nécessairement, puis je ne créerai pas de connexion avec mon client à côté qui ne comprendra pas qu'est-ce qu'il a à gagner à travailler avec cette personne-là, avec cette entreprise. Bonjour Remax, vous vous êtes reconnecté. J'espère que le son va suivre cette fois-là. Donc, nous voilà ici. Donc, comprenez le côté client puis le côté offre de service. Ça fonctionne. Remax nous entend. Merci, Michel. Je passe des tests de concentration. J'espère que ça ne dérange pas trop le groupe. Donc, vous voyez ces deux-là ici. Ensuite, dans notre réflexion, donc on descend l'ensemble de tout ça, puis l'idée, c'est d'arriver à un positionnement et un plan d'action à la fin. Mais une prochaine étape aussi, puis ça, ce n'est pas tout le monde qui aime ça le faire ou qui souhaite le faire, mais essentiellement, mes clients finissent toujours par le faire, c'est l'analyse de la concurrence. Quand je vous disais tantôt, le côté du client qui entend notre speech, qui entend notre histoire, notre offre, ce client-là en entend d'autres à côté. Mais qu'est-ce qu'il entend d'autre à côté? Puis en même temps, c'est comme ça qu'on se différencie. Moi, quand je suis partie à mon compte quelques mois avant la COVID, l'idée de génie, je ne regrette rien. Je travaillais seule et je travaillais directement avec les PME. Puis dans la période de pandémie, ma clientèle a changé. Tu sais, quand je vous disais tantôt, notre offre de service, on regarde ce qu'on a fait avant, après. Pour les clients, c'est un peu la même chose. Qui j'aime servir, qui je ne veux pas servir, c'est qui ma clientèle cible, c'est qui mes clients bonbons, c'est qui je veux attirer. Parce que mon discours, s'il s'adresse, je vous donne l'exemple, moi, je travaille avec des solopreneurs, puis je travaille aussi avec des PME. Mais si j'adressais le contenu de mon site Internet, de mes médias sociaux et tout ça, si je les adressais aux solopreneurs, probablement que les PME, les plus grandes PME, seraient moins intéressés parce qu'ils se diraient « Ah, elle travaille avec des solopreneurs ». De l'autre côté, puis je suis très transparente avec vous aujourd'hui, de l'autre côté, si je m'adresse aux PME, ma clientèle cible,
Bien, mes solopreneurs qui ont atteint un plateau dans leur vente ou dans le développement de leur entreprise aussi, parce que les ventes, on dirait que c'est comme l'espèce de KPI évident, là, chiffré. Mais quand on atteint ce fameux plateau-là, à un moment donné, on se pose des questions, on se dit comment est-ce que je fais pour relancer ça? On dirait que soit mon image ou soit ce que je fais, je dois puncher un petit peu plus pour continuer à évoluer. Avec du surplace, on se rend compte des fois qu'on commence à prendre du recul. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir rester plus qu'au goût du jour, mais aller au-devant puis bien connecter avec nos clients. Donc, l'analyse de la compétition nous permet de voir qu'est-ce que le client voit, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme offre, pour voir encore là, ça nous confirme notre positionnement. L'ensemble de tout ça, là, j'ai mis une petite colonne bien secrète ici. Je n'ai pas travaillé de visuel avec des graphistes, là, vous m'en excuserez, je travaille avec des partenaires. Moi, aujourd'hui, j'ai fait ça un petit peu manuellement. Tu sais, c'est à travers cette réflexion-là, quand on descend comme ça, bien, c'est tester, sonder continuellement, parler avec des clients, les mots à utiliser pour faire la connexion avec vos clients. Moi, je le demande souvent. C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait que ça a connecté et que tu as eu le goût de travailler avec moi? Il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, c'est ta valeur sur ton site Internet. Pardon, ça fait 3 jours que je n'arrête pas de parler. Je suis en train de perdre la voix. C'est ça, c'est la valeur. Avoir du fun, on prend ça au sérieux. Puis pourtant, c'est une valeur que j'avais hésité à mettre sur mon site Internet parce que je me disais, mon Dieu, je ne serais pas pris au sérieux. Je fais de la réflexion stratégique. De la réflexion stratégique, c'est sérieux. Mais il y a le côté plaisant. Si tu le fais, puis que c'est sérieux, puis que c'est un long processus, comme on voit des fois dans les grandes entreprises, puis rien contre le processus, la grandeur de l'entreprise impose ça aussi en même temps, ben, ça fait en sorte que les gens se disent, ben, on peut avoir du fun en faisant une réflexion stratégique ou une planification, là, peu importe comment on appelle ça. Donc, c'est ça. Puis analyser la concurrence, ça se fait aussi dans un contexte, dans mon cas, je vous disais tantôt, un petit peu avant, j'aime ça donner des exemples. Je vais donner des exemples avec des clients aussi par la suite. Quand la COVID est arrivée, j'avais comme moi, c'était pas le temps vraiment de solliciter les PME pour faire une réflexion stratégique. Hein. Il y a eu un genre de gel dans le marché et tout ça. Mais j'ai travaillé avec une autre stratège marketing, puis en travaillant avec elle, c'est là que j'ai réalisé, dans le fond, le pourquoi elle avait besoin de moi pour travailler avec un client qui était plus complexe. Si on veut, à gérer pour elle, mais qui, pour moi, devenait facile. Moi, les malaises, les éléphants dans la pièce, sans dire que j'adore ça, mais je suis à l'aise là-dedans. Donc, ça a pu aider à sauver un contrat client, dans le fond, à cette personne-là. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'avais une approche très concrète, très PME, parce que j'ai été dans les PME du côté du client, dans le fond, toute ma vie. Et là, bien, avec elle, c'était plus une approche agence. Fait qu'en travaillant ensemble, on a fait évoluer chacun de notre côté la façon de travailler aussi. Donc, c'est une bonne façon pour se différencier, évidemment, aussi, de travailler avec des partenaires et de collaborer comme ça. Fait qu'on est rendu à la quatrième étape. Mon Dieu, j'avais tellement peur de ne pas avoir le temps de passer tout le contenu que je me rends compte que ça va rapidement. La quatrième étape, c'est bien se connaître avec les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Donc, je pense que vous connaissez-vous pas mal les forces, faiblesses, opportunités, menaces, hein, le SWOT analysis qu'on appelle. Là. Donc, tu sais, vraiment, je vous mets ça ici à l'écran. C'est un exemple là, de type de sujet, dans le fond, évidemment. Fait que c'est les forces, faiblesses, opportunités, menaces ici, dans l'ensemble de la sphère de l'entreprise. Exemple, quand on le fait, bien, on a toujours un profil. Moi, j'ai un profil plus vente, marketing. Il y a des gens qui sont plus un profil opération, un profil ressources humaines. Mais l'ensemble, côté opération, Bernard, entre autres, hein, il y a pas, tu connais un peu le contenu de la présentation aujourd'hui. Tu es juste à côté de moi dans l'écran en plus. L'ensemble de ces contenus-là, je les couvre, mais moi, je vais vraiment dans l'accès, dans l'approche vente-marketing pour le volet du positionnement de l'entreprise. Mais le reste des éléments, je suis en train de le faire actuellement avec une PME de Montréal avec une vingtaine d'employés. Et l'analyse nous fait beaucoup réaliser à quel point ça accroche au niveau des opérations. On vendait des produits dans le temps, puis toute notre organisation est en fonction de la vente de produits. Puis là, graduellement, on s'est mis à vendre des services. Puis là, ça commence à accrocher parce que là, on vend des services, mais au niveau de la comptabilité, ça ne fonctionne pas pareil, facturé. Puis il y a comme plus les projets sont grands dans la vente de services et dans le traitement des eaux usées, donc ça devient complexe. Il y a des produits, il y a des services, puis la machinerie en arrière, elle ne suit pas. Ce qui fait en sorte qu'il y a des choses à réajuster. Fait qu'en faisant l'analyse vraiment at large de l'ensemble des sujets, bien, on crée des grandes catégories de situations à faire. Vous allez voir dans les prochaines étapes
on crée des grandes catégories, on commence déjà à parler un petit peu de solutions, mais ça nous amène dans du concret, mais on crée une bulle, si on veut, exemple, opération, qui est très proche de la transformation numérique. On crée, vas-y Bernard, je vois ta main levée. Ben, en fait, juste pour ajouter à ce que tu viens de dire, c'est que l'image est super dans le sens que ça permet de prendre un recul, parce que souvent, l'entrepreneur a le nez trop près de l'arbre et ne voit pas la forêt. Fait que juste pour enchérir ce que tu viens de dire, effectivement, l'entreprise peut avoir grossi, mais sont tellement ancrés dans leur petit quotidien que le fait de ne pas prendre de recul, des fois, il y a des erreurs qui répètent. Fait qu'en faisant cet exercice-là, ils prennent le recul, puis souvent, comme on dit, la lumière se fie. Sophie, exactement. Oui, puis en même temps, tu vois, ce que j'entends beaucoup dans la PME avec laquelle je travaille actuellement, c'est qu'ils m'ont dit à plusieurs reprises, puis c'est l'ensemble des gens qui disent ça, hey, ça, on en a déjà parlé, mais on n'a rien fait. Hein, on est rentré dans le meeting, on en a parlé, des fois on se vide le cœur un peu parce que ça accroche et on perd du temps tout le monde. Mais concrètement, il n'y a personne qui a pris le lead, ou des fois la personne prend le lead, mais est pris dans le débordement, pénurie de main-d'œuvre, bref, on voit un petit peu le portrait, là. Donc là, on est en train actuellement de soulever l'ensemble de ça. On va créer des comités, puis là, je vous évite les détails, mais quand vient le temps d'adresser la situation, quand tu dis, ben, dans les produits qu'on vend, les services qu'on vend, on veut donner de l'ampleur à la vente de services, on veut travailler sur des gros projets parce qu'on est capable et on aime ça. C'est aussi plus payant pour l'entreprise, puis on est beaucoup plus pertinent pour nos clients, hein, automatiquement. Ben, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, ben, il faut l'adresser. Le fameux éléphant dans la pièce, là, des fois, il y a des petits silences. Tu es comme, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Mais toutes les entreprises vivent les mêmes choses à différents moments de leur évolution. Donc, c'est de se donner les moyens de ses ambitions, dans le fond. Donc, par la suite, quand on revient à nos étapes, ben, la suite, c'est constat, enjeu et stratégie. Donc, évidemment, quand je vous donnais l'exemple ici, tester, sonder, tester, quand on descend tranquillement, souvent on remonte parce que pendant qu'on fait ça, des fois, on se rend compte que, exemple, dans l'analyse de la concurrence, tel type d'offre, l'idée, ce n'est pas de copier la concurrence, des fois, c'est de s'en inspirer. Un petit peu comme on se dit des fois dans un brainstorming, les idées ne sont pas toutes bonnes, mais ce n'est pas grave, on n'est pas là pour juger les idées. Certaines idées peuvent donner d'autres idées aussi par la suite. Donc, l'analyse des fois de la concurrence, puis des fois, ce n'est même pas dans la concurrence, des fois, c'est une analyse dans le marché en général, de dire, bien, je vais aller voir d'autres personnes qui ont le même type d'approche, de coaching, d'accompagnement, de formation sur des sujets différents. Puis tout d'un coup, on se rend compte que hey, ça pourrait s'appliquer à ma business, je vais essayer ça, je vais le tester. Ça ne veut pas dire que tu vas le lancer la semaine prochaine puis que tu vas mettre tout ton temps là-dessus, mais de tester l'idée avec des clients. Hein, il y a des clients avec lesquels on est le plus proche, donc de tester ces idées-là, d'avoir les feedbacks des gens, puis des fois même de le présenter. Des fois, ça peut être dans une forme de webinaire ou des fois même, il y en a des gens qui font un petit sondage sur LinkedIn ou autre. Donc, aller chercher ce feedback-là pour renchérir dans ce qu'on a travaillé ici. Puis graduellement, des fois, on se rend compte que, OK, tel profil d'entreprise, ben c'est moins pour moi. Dans mon cas, moi, c'est beaucoup les entreprises business to business de services. Parce que c'est ceux que j'ai servi avant de partir à mon compte, parce que c'est là que je remarque la plus grande différence entre le avant et le après. Tu sais, il y a un côté de transformation, là, on parle beaucoup de transformation numérique, mais la transformation de l'entreprise at large, de se dire, bien, on a toujours fait ça comme ça, mais là, on veut le changer. Hein. Il y a beaucoup de gestion de changement aussi, évidemment dans tout ça. Là, ça amène des incertitudes dans les équipes, mais dans la façon de faire ça, encore là, toujours pour le souci, pas dans l'optique de me pitcher, de me vendre à vous, c'est plus dans l'optique de vous aider dans vos réflexions de votre côté, bien, de se dire, quand on fait ça, moi, j'accompagne beaucoup des PME qui manquent de temps. Puis j'ai commencé à un moment donné en leur disant, bien, si vous avez 2 heures par semaine, on va pouvoir travailler ensemble. Mais sinon, non, je ne peux pas partir de mon côté, faire un beau rapport de 200 pages qui ne vous servira à rien. On va le travailler ensemble. Fait que la réflexion au niveau de chacune des étapes, que ce soit avec une seule personne, que ce soit la PME que je vous parlais d'une 20aine d'employés, là, on est 8 autour de la table. Donc, on est 8 à le réfléchir. Puis là, des fois, c'est un petit peu plus long, évidemment, hein, parce qu'il y a beaucoup de conversations puis d'échanges sur les sujets. Puis des fois, on n'est pas d'accord. C'est correct de ne pas être d'accord dans la réflexion. C'est quand on arrive à la fin qu'à un moment donné, on se met en accord pour continuer à avancer. Puis on voit les choses différemment aussi au fur et à mesure qu'on le fait. Puis on entend les commentaires des autres aussi. C'est très riche comme conversation. Constat, enjeu et stratégie. Je vous donne quelques exemples que ça fait. Donc, évidemment, offre de service, client cible, analyse de la concurrence,
force, faiblesse, opportunité, menace, ben, qu'est-ce qu'on constate avec ça aussi? Puis ça nous amène où? Qu'est-ce que ça va nous aider à faire concrètement? Évidemment, un plan d'action. Mais je vous donne des exemples ici. Évidemment, j'ai raccourci, là, j'ai pris un cas de mes clients, mais je l'ai raccourci pour que ça soit plus digeste là, en rencontre aujourd'hui. Le mode de gestion de l'entreprise favorise, entre autres, la responsabilisation des employés. Ça a par contre un effet négatif que c'est comme si l'ensemble de l'entreprise, un peu comme le modèle de business.ca aussi, hein, le modèle OPAL, la structure OPAL de l'entreprise, bien, si tout le monde s'en va dans plein de directions, puis qu'il n'y a pas une direction générale qui s'aligne, que du moins pas tellement qu'une personne qui décide, mais que l'ensemble s'en va dans la même direction, bien, on va avancer plus vite, hein, la fameuse expression qu'on va plus loin ensemble, on va peut-être moins vite, mais on va plus loin, mais au moins, il faut s'en aller dans la même direction. Fait que ce côté-là est très, très avantageux pour l'entreprise. De l'autre côté, bien, la clarté et l'alignement deviennent primordiaux pour le... Ça se dit primordiaux? Primordial au pluriel, primordiaux. J'aurais fallu que je le vérifie, je l'ai écrit ce matin. Pardonnez-moi peut-être la petite coquille, ça soulignait en rouge quand j'ai pris primordial au pluriel. Donc, la clarté puis l'alignement de l'entreprise, si c'est clair, bien, on s'en va tous dans la même direction. Donc là, ça devient avantageux que le mode de gestion favorise la responsabilisation. Fait que ça nous amène à tester plusieurs pistes aussi, puis à le partager, à communiquer dans l'entreprise. Ça fait en sorte que, moi, j'ai appris ça en faisant ça. Je donne un exemple dans ce cas-là de gens dans la vente qui disent, ben il y en a un qui a travaillé avec un type de client, puis il a essayé quelque chose, mais il a perdu finalement beaucoup de temps parce qu'ils n'ont pas pu le réaliser pour différentes raisons. Bien, le partager dans l'équipe fait en sorte que ça évite aux autres de perdre du temps de la même façon aussi. Donc, et dans ce contexte-là aussi, donc à gauche, on voit plus les forces avec les opportunités qu'on a travaillé dans nos forces, faiblesses, opportunités, menaces. Et à droite, on voit que c'est plus les faiblesses avec les opportunités. Donc, les forces, c'est qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais utiliser mes forces pour saisir des opportunités. Puis au niveau des faiblesses, c'est pas le côté, il faut tout que j'améliore mes faiblesses. Là. On n'est pas dans le côté judéo-chrétien, hein. On est plus dans le côté de quelles sont les faiblesses qui peuvent m'empêcher de saisir les fameuses opportunités pour travailler sur les éléments qui sont les plus importants. Donc, dans cette entreprise-là, on voit quelques exemples parce que ça serait long d'aller trop dans le détail, mais les capacités sont actuellement limitées. Les capacités en termes de RH, en termes d'activité marketing, on se dirige un petit peu partout. C'est un peu la raison pour laquelle je travaille avec eux autres actuellement. Donc, c'est limité, pénurie de main-d'œuvre. On a essayé d'embaucher, mais de la façon qu'on embauche, c'est peut-être pas de la meilleure façon non plus. Donc, il y a des actions à faire de ce côté-là. Fait que vous imaginez que quand je travaille, même quand vous le faites de votre côté, bien, des fois, il faut aller chercher des experts pour nous aider. Quelqu'un aux opérations, quelqu'un au RH. De la planification stratégique, je crois que, pas stratégique, la planification financière. Il y a Karine Fortin qui est avec nous aujourd'hui. Allô, Karine? Qui fait ça de son côté. Donc, l'aspect financier, évidemment, de tout mettre ça en place, il faut faire une planification stratégique, une planification financière. Il faut savoir c'est quoi aussi en même temps les priorités quand on arrive dans le bas avec le plan d'action. Qu'est-ce qu'on priorise? Parce que des fois, en changeant quelque chose, en changeant l'offre, exemple, il faut revoir avec les clients, sonder les clients, leur présenter, le tester. Donc, ça prend forme par la suite. Donc, même chose ici de ce côté-là, mais ici, c'est les forces à gauche et les faiblesses à droite versus les menaces. Exemple, l'équipe se sent très motivée de participer à l'analyse des ventes. La situation, c'est très positif. La seule chose, c'est que l'analyse des ventes est faite par la direction, même si c'est une structure assez opale, mais actuellement, l'analyse des ventes est faite par la haute direction. Ce n'est pas très partagé dans le détail. Dans le contexte qu'on fait là, puis évidemment, je rencontrais le PDG régulièrement à travers les rencontres, il a accepté de transférer les données à ses vendeurs. Fait que j'ai créé un comité vente temporairement pendant la continuité de la réflexion pour se poser les questions, pour voir les chiffres, puis aller sonder un petit peu plus le système pour nous permettre de se faire une tête puis de nous aider à avoir une direction. Et ici, de l'autre côté, le côté faiblesse versus menace, parce qu'on veut commencer à lancer, à vendre beaucoup plus de l'avant, la vente des services versus les produits pour lesquels on est reconnu. Les processus de l'entreprise ont tous été développés pour la vente de produits, mais quand on vend des services, je vous le disais tantôt, ça accroche toujours parce qu'au niveau de la comptabilité, c'est aussi technique que je n'ai pas les codes, je n'ai pas de code, je ne peux pas le faire comme ça, mais il faut le créer, le code. Est-ce que le système de transformation numérique, on voit que ça s'en vient,
est-ce que le système informatique, tout ce qu'on utilise, fonctionne bien pour nous permettre d'aller chercher ces données-là? Donc, c'est vraiment de faire cette comparaison-là, si on veut, puis de continuer à le faire évoluer. Je reviens à notre page ici. Là, on a fait constat, enjeu. Au niveau stratégie, puis on s'en vient rapidement avec le positionnement et le plan d'action. Au niveau stratégie, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait dans les constats et enjeux. Puis j'appelle ça stratégie et tactique, là, parce que des fois, à chaque fois que je le fais avec des clients, on se posait la question, c'est une stratégie ou c'est une tactique? Tu sais, il y a la grande stratégie de l'entreprise pour l'entreprise de service qui est le positionnement. Donc, c'est quoi notre positionnement? C'est beaucoup ce qu'on a besoin dans cette industrie-là. Mais quand on arrive à ce niveau-là, des fois, ça se mélange. Des fois, il y a des problèmes qui arrivent, des fois, c'est des solutions, des fois, c'est des solutions en stratégie, des fois, c'est plus terrain. Moi, dans mon école à moi, là, on écrit tout, puis on fait le ménage après. Parce que si on commence à se censurer, tu sais, je vous donne l'exemple, si on croise encore là les forces avec les opportunités, qu'est-ce que je dois faire pour maximiser ces opportunités-là? Premièrement, il y en a beaucoup d'opportunités, lesquelles on veut saisir, lesquelles vont être les plus importantes pour nous. C'est une question de priorité, mais de stratégie d'entreprise aussi avec la matrice d'Ansoff. Il y a beaucoup d'autres contenus là, que je ne vous présente pas aujourd'hui parce qu'on en aurait pour une couple d'heures. Donc, on fait l'exercice de cette façon-là. Puis dans chacune des boîtes, ici, si on veut, bien, on a des stratégies puis on a des tactiques pour arriver à solutionner, dans le fond, à se positionner dans le marché. C'est à cette étape-ci, constat, enjeu et stratégie, qu'on commence à voir notre fameux positionnement que je vous présentais tout à l'heure, de se dire « Ah, OK, comment je me différencie? » Des fois, c'est dans la façon dont je travaille, des fois, c'est ce que je fais, le contenu exactement, des fois, c'est le format. Hein? Des fois, c'est dans notre industrie, il n'y a pas de formation, on développe une formation. Évidemment, il y a plusieurs formats différents, donc c'est de voir dans lequel c'est plus pratique. Je vous donne l'exemple, moi, pendant longtemps, je n'ai pas voulu, pendant la COVID, pendant la période de subvention, je ne voulais pas faire de formation parce que je me disais, c'est pas vrai qu'en faisant une formation de 2-3 heures, on va trouver son positionnement. Parce que c'est ce que j'entendais autour de moi, les gens avaient des attentes, puis graduellement, je l'ai sondé. Puis à un moment donné, j'ai décidé de le lancer. On était toujours dans la COVID, malheureusement, il n'y avait plus de subvention, mais ce n'est pas grave, j'étais alignée avec ce que j'étais d'accord, puis je le dis dès le début de la formation. On guide, tu sais, ce qu'on fait là. Est-ce que vous allez être capable de prendre ça puis vous différencier en faisant cette analyse-là? Peut-être que oui, mais peut-être que c'est difficile aussi. Tu sais. Fait qu'il faut se faire, il y a un côté, des fois, il faut se faire challenger par l'externe. Des fois, ça peut être un collègue ou un partenaire qui peut vous aider aussi, mais l'idée, c'est vraiment de prendre un grand recul pour trouver les fameux axes de positionnement qui vous différencient. Je donne des exemples concrets ici de critères différenciateurs. C'est une liste, là, je ne vous en ferai pas la lecture aujourd'hui, mais ton expertise, ta façon de travailler, identité et appartenance. Je vous donne des exemples encore plus concrets que ça. Dans les entreprises où j'ai travaillé, c'est plus dans le haut, la partie blanche. Les autres sont plus pour les grosses entreprises, mais c'est le même principe aussi. Ceratec est un allié des détaillants, des architectes designers. Ceratec, j'ai travaillé là en 2019. Pour justement implanter tout le volet de la stratégie marketing. Ceratec, c'est un distributeur et un fabricant de céramique et de couvre-plancher essentiellement. Et c'est un des seuls, dans le fond, c'est le seul maintenant, parce qu'à ce moment-là, ils vendaient à des détaillants, mais ils ne vendaient pas à des architectes designers. Donc, on manquait des ventes parce que les architectes designers veulent fonctionner avec les fabricants ou les distributeurs. Ils ne veulent pas aller voir un détaillant parce qu'ils ont la perception que ça va coûter trop cher, que ça va coûter plus cher parce qu'ils se prennent une cote. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé étroitement avec les détaillants pour aller pitcher puis aller faire des ventes auprès des grands bureaux d'architectes designers. Et les prix étaient les prix de chez Ceratec. On passait par le détaillant, donc on se partageait la cote, ce qui faisait en sorte que l'architecte designer aimait ça, travailler avec un détaillant. Puis ça s'est fait graduellement dans la dernière année après que j'ai quitté. C'était à Québec, hein, je suis dans la région de Montréal, ça a une durée limitée. Donc, ils ont travaillé étroitement, mais ils ont trouvé ce positionnement-là différent dans le marché. Ce qui a fait en sorte, du moins ce qui est en train de faire en sorte, c'est qu'il y a un virage dans l'industrie parce que les compétiteurs directs à Ceratec, Centura, par exemple, vendent aux détaillants, vendent aux architectes designers directement, prennent leur code directement, puis vendent aux consommateurs. Fait que les détaillants se retrouvent être dans le portrait, mais ils sont concurrents aussi en même temps des distributeurs comme Centura. Ce qui ne fait pas tout à fait de sens en même temps. Hein? Tu dis, ben là, si je peux vendre direct, je vais le vendre. Sinon, ben,
tu le prendras. Puis en plus, ils ont plus d'espace à magasin. Donc, il y avait quelque chose qui est un petit peu illogique là-dedans. Donc, c'est vraiment le positionnement qu'on a pris chez Ceratec. Chez Publisac, je vous disais tantôt, quand je suis arrivée chez Transcontinental, TC Média maintenant, quand je suis arrivée là, c'était un endroit où j'avais travaillé une dizaine d'années avant, en sortant de l'université. Puis ce qu'on m'avait dit, c'est « on veut être sexy ». Ça, c'est le positionnement que beaucoup d'entreprises mentionnent, dans le fond, de dire ben, « je veux être sexy ». OK? L'aubainerie veut être sexy, Publisac voulait être sexy, puis la céramique encore aussi, puis l'entreprise qui fabrique le coulis. Vous comprenez que tout le monde veut être sexy, mais sexy, ce n'est pas un positionnement. Et Publisac, quand on vendait aux détaillants, tout allait bien, mais quand on vendait aux agences de publicité, c'était plus difficile parce qu'on arrivait là, puis là, je voyais l'image avec les représentants qui m'en parlaient, puis qui me disaient, moi, mais à côté de moi, j'ai lu tous les autres médias qui sont bien plus sexy, en guillemets, là, que nous. Fait que là, tu as la radio, évidemment, quand le web est arrivé, la télé, les panneaux d'autoroute, tout le monde est plus sexy que Publisac. C'est là que je leur disais, ben, on ne peut pas être les plus sexy. Est-ce qu'on veut être comme les autres? Parce que dans le fond, c'est ça que ça finit par dire comme message. Par contre, ce qu'on se disait là-dedans, c'est que c'est quoi notre grande force? Bien, essentiellement, puis là, évidemment, ça date d'une dizaine d'années, ce que je vous raconte là aujourd'hui, mais le Publisac était à 2,3 millions de foyers au Québec à chaque semaine. On était le seul média au Québec qui rejoignait 2,3 millions de portes à chaque semaine. Donc, les circulaires à l'intérieur, c'est une chose, mais ce qu'on vendait aux agences de publicité, c'était de la distribution d'échantillons. C'était de la publicité sur le sac, c'est des sacs exclusifs aussi. Bon, là, évidemment, avec l'environnement et tout ça, ça a changé, mais je voulais quand même vous donner cet exemple-là parce que c'était notre expertise. Donc, quand on fait l'analyse de la concurrence, on se compare, des fois, on est tout petit, puis on se compare avec des grandes firmes qui font essentiellement ce qu'on fait, puis là, on se dit, mon Dieu, on est tout petit, comment est-ce qu'on va se différencier? On n'a pas la même capacité. Bien, on veut-tu faire la même chose? Est-ce que parce qu'on est seul, des fois, dans ces contextes-là, ou une plus petite entreprise, parce qu'on est moins nombreux, on a plus de flexibilité, donc on est plus agile dans la façon dont on travaille avec les clients. Donc, encore là, le What's in it for me, qu'est-ce que ça apporte à nos clients? On revient à notre image du iceberg. C'est dans la partie supérieure qu'on a mentionné à nos clients aussi, comment est-ce qu'on se présente. Puis au niveau identité et appartenance comme critère, je souligne rapidement, là, au début des années 2000, il y a eu un grand virage à l'aubainerie, mais c'était vraiment ça, c'était la fierté de magasiner à l'aubainerie. Donc, de ne pas payer plus cher un même article que tu vas pouvoir retrouver chez de la concurrence. Des fois, il y avait des produits qu'on avait qui étaient chez Redmond, mais ils étaient 50 plus cher, des fois 75 plus cher. Il y avait quelque chose à changer, mais on ne peut pas. Tu sais, le marketing, c'est le contenant, puis c'est le contenu aussi. Quand on fait du marketing de contenant, c'est comme un petit peu l'expression en anglais qui dit de maquiller un cochon. Là. Tu ne peux pas juste maquiller puis dire, ben voici. Quand je suis partie à mon compte, j'avais des entreprises qui me sollicitaient pour la marque employeur. Je partais, puis j'ai mis plusieurs choses que je faisais. Puis les 3 premiers clients qui m'ont parlé, qui voulaient avoir de la marque employeur, que je les aide à le travailler, ce qu'ils voulaient faire, c'était maquiller leur entreprise. Puis ils me disaient, qu'est-ce qu'il faut que je dise pour attirer des gens? Bien, ce n'est pas juste qu'il faut que tu leur dises, c'est qui est-ce qu'il faut que tu sois. Fait que c'est pas juste une job marketing, puis je vous dirais même, tu sais, ça se passe entre les marketing puis les RH, puis tant qu'à moi, c'est très RH, la marque employeur. Marque employeur, c'est ton contenu particulièrement avec les RH, puis après, c'est ton emballage avec le marketing, comment est-ce qu'on présente ça, puis comment est-ce qu'on est dynamique. Je ne vous cacherai pas que j'ai enlevé l'offre de marque employeur sur mon site parce que là, je m'en vais où avec ça? Puis en même temps, bien, un coup que tu les attires, évidemment, on le sait, ils repartent parce que ce qu'on leur a promis, ça ne correspond pas à ce qu'on leur a expliqué, qu'a vécu de mon côté aussi. Donc c'est ça. Ensuite, ça fait que ça vous donne une idée au niveau des critères différenciateurs pour se dire comment est-ce qu'on se différencie, quels sont ces axes-là. Puis quand on fait ça ici aussi, ce qui ressort de là après, ça fait du sens, c'est un diagramme, mais après, c'est de verbaliser ça. C'est vraiment de faire un énoncé de positionnement. Ça, c'est comme un genre de, pas un devoir, mais une espèce de traduction du côté du tableau. Puis en mots, je dis ça comment. Puis là, pour l'instant, la première étape, c'est de le faire dans nos propres mots, de dire comment est-ce qu'on se différencie, de le phraser. Souvent, pour que ça soit une phrase assez courte, pour que ça soit facile à retenir, surtout en entreprise, là, un peu comme les valeurs. Des fois, c'est voici les valeurs, voici ce que ça veut dire. Puis il faut que les gens participent aussi à cette réflexion-là. Quand les gens participent à cette réflexion-là, bien, par la suite,
ils l'ont vécu, puis ils ont participé. Donc, évidemment, ça devient plus facile à intégrer puis à s'en rappeler. Donc, fait que c'est ça. Fait que l'énoncé de positionnement, c'est vraiment cette phrase-là. Des fois, on met des sous-points, on part large avec une phrase, des phrases, si on veut, plus générales. Puis là, à un moment donné, on le précise. Puis on remonte aussi dans notre fameux entonnoir ici, là. Quand on arrive là, ici, là, qu'on revoit ce qu'on fait, puis on pose des questions à nos clients. Ça, là, poser des questions, puis je vous l'ai dit tantôt, je m'excuse, mais je vous le répète, posez des questions à vos clients, vous le faites déjà peut-être, mais portez surtout attention aux mots qu'ils vont utiliser. Fait que ça devient une sorte de traduction. Tu sais, c'est quasiment si on se dit, ben voici le lexique que j'utilise quand je parle de ma business, quand je suis plus dans un état de description. Puis voici de l'autre côté, mon client, quand il m'entend, à quoi il pense, puis c'est quoi ses besoins. Puis quand il communique avec moi, ben, il me le dit directement, c'est quoi son besoin. Tu sais, moi, j'avais des petites entreprises au début qui m'expliquaient, ben ça coûte ben trop cher, c'est ben trop long, j'ai pas un moyen, puis j'ai pas le temps. OK. Cher, long, pas comme une PME. Fait que oui, c'est accessible. Puis le côté, j'ai pas le temps, mon réflexe spontanément, des fois ça arrive comme ça, c'est as-tu 2 heures par semaine? Puis, tu sais, je le disais en sachant même pas comment est-ce que je le ferais en 2 heures par semaine, mais je me suis dit, je vais bien trouver une façon. Il faut le faire. C'est ce qui apporte la valeur à l'entreprise beaucoup. Donc, la réponse a été, quand elle a été non, ben, je ne pouvais vraiment rien faire pour cette entreprise-là. Mais quand c'était oui, ben, c'est comme ça que ça a commencé. Puis c'est comme ça que mon offre s'est ajustée ici. À coût de 2 heures par semaine, ce n'était pas dans ma première version. Mais quand j'ai fait cette réflexion-là pour ma propre business, mon plan d'affaires, si on veut, à une échelle pour moi-même, je n'étais pas à la recherche d'investissement et tout ça, bien, ça a fait en sorte que mon mur, si on veut, là, qui n'était pas nécessairement perceptible, est devenu plus un miroir de c'est quoi la réalité de ton côté, c'est quoi la mienne, puis comment qu'on parle mieux ensemble pour arriver à conclure, à avancer, puis surtout à dire le moins de choses possible. Je ramène mon image du iceberg, dire le moins de choses possible. C'est pour ça, des fois, on se dit, on fait des pitchs, des fois, on a 5 minutes dans un grand groupe de réseautage pour parler de notre business. En 5 minutes, on peut tout dire, on est content, on est comme, yes, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Mon client de l'autre côté ou les partenaires autour de la table potentiels qui ont entendu ce que je disais, qu'est-ce qu'ils retiennent? Il y a ben trop de mots, il y a ben trop de descriptions, alors que je donne quelque chose de concret. Je parle qui je peux aider, je donne un exemple, ça fait en sorte que, OK, concrètement, voici ce qui se passe. Pas pour rien que les témoignages sont hyper importants que ce soit sur les sites Internet ou dans les présentations clients qu'on fait. Donc, vous voyez, de mon côté, quand on parle de positionnement, vous avez remarqué que je suis une fille beaucoup avec des images. Hein, une image vaut 1000 mots. Hein, fait que ça résume, ça réduit beaucoup le nombre de mots qu'on a à mentionner. J'ai trouvé cette image-là à un moment donné parce que quand j'ai démarré mon entreprise, j'avais une image dans ma bannière LinkedIn d'un bureau que je trouvais vraiment génial avec un vélo sur le coin puis avec des belles grandes fenêtres. Mais est-ce que ça me représentait? Je ne sais pas. J'aurais aimé ça travailler dans un bureau comme ça, mais c'est aussi bien de mettre quelque chose au début. Puis par la suite, j'ai découvert ce visuel-là. J'ai fait, mon Dieu, c'est tellement ça. Hein? Comment sortir du lot? Comment faire pour se distinguer dans je vais dire dans une mare, mais quelqu'un m'a dit récemment, oui, dans un océan, dans un marché qui était encombré, comment être différent? Puis de pas jalouser, entre guillemets, les plus grandes entreprises qui ont une offre similaire à la mienne ou à quelqu'un qui est, tu sais, exemple, dans il y a certains domaines, on se dit, ben là, il faut être conférencier, il faut être à l'aise sur un stage. Ouais, mais moi, je suis plus introvertie. Comment est-ce que moi, je veux travailler avec mes clients? Est-ce que j'offre des formations? Je n'étais pas à l'aise de le faire, je ne l'ai pas fait. Quand je l'étais, je l'ai fait par la suite. Mais je l'ai fait différemment que je l'aurais fait au moment de partir en ne le faisant pas pour la bonne raison. Tu sais, si on le fait pour la raison de vendre puis d'atteindre nos objectifs de vente, c'est un petit peu moins, pour moi du moins, là, ça dépend peut-être des gens, mais pour moi, c'est moins inspirant. Hein? Les résultats des ventes vont en fonction de l'ensemble de ce qu'on fait. Bien, ça nous permet, on atteint d'autres objectifs, puis ces objectifs-là sont inspirants, puis ça amène automatiquement une augmentation des ventes, mais c'est surtout, pour moi, une transformation dans les entreprises qui n'étaient pas à l'aise à faire du marketing, un petit peu comme je vous dirais à l'Aubainerie, chez Publisac, chez Ceratec. Intégrer la notion de marketing, mais la notion de réflexion stratégique pour après avoir un plan d'action, puis s'en aller vraiment dans le concret, puis faire la différence entre le avant et le après. Ici, j'ai ces deux images-là vraiment versus le plan d'action où on s'en va, on a une direction, puis le volet agile qui est hyper important.
Hein, je pense que vous le savez, on a beaucoup de gens à leur compte actuellement là, sur notre appel aujourd'hui. Quand on part avec une idée, si notre idée, on la reste figée. Tu sais, j'ai quelqu'un avec qui j'ai parlé récemment qui me disait, bien, voici ce que je veux faire. Mon objectif, c'est de promouvoir telle formation parce que c'est une masterclass, puis voici ce que ça va apporter aux gens. Bien, je peux peut-être l'aider, mais mon commentaire a plus été, est-ce que tu es ouverte à ce qu'on sonde avec tes clients, qu'on le réfléchisse ensemble, puis qu'on voit si c'est tout ça qu'ils veulent avoir. Pas juste les mots que tu utilises, mais le format que tu as développé. Est-ce que c'est ça qui va amener ta clientèle à connecter avec toi? Parce qu'on pourra faire toutes les tactiques du monde en marketing web, ce qu'on voit partout, là, hein, qu'on aimerait donc ça tout automatiser. Puis je n'ai absolument rien contre ça, mais la première étape, c'est d'avoir cette réflexion-là. Je compare ça souvent à un solage d'une maison ou d'un édifice, de se dire, bien, c'est quoi mon solage? Il est solide, il est bien organisé, je me fais un bon plan, une bonne réflexion qui m'amène des bonnes actions. Puis ça bouge aussi, peut-être pas le solage, là, puis la maison, mon image s'arrête au moment où ça bouge, mais c'est là qu'on commence à aller dans le plus, comment je pourrais dire, dans le plus concret, de tester des choses puis de jouer avec ça. Il y a un petit côté de jongler avec les réactions des gens, avec les idées qu'on a. Puis essentiellement, ça nous amène, j'aime beaucoup cette image-là. Je l'ai peut-être, il y a plusieurs versions hein, d'Albert Einstein. Là, pour obtenir des résultats que vous n'avez jamais obtenus, il faut faire ce que vous n'avez jamais fait. Bien, je pense qu'on est beaucoup dans cette ère-là, dans l'ensemble de la vie, je vous dirais même en général. Là. Moi, c'est vraiment la phrase qui me suit partout. Donc, vraiment, de faire cette réflexion-là, puis peu importe la grandeur de votre entreprise, on en a besoin. Ça fait en sorte que des fois, on a l'impression qu'on s'éparpille un petit peu partout, mais ça nous aide à nous recadrer, à tester des choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne change pas de direction parce qu'on le teste et on sonde nos clients aussi. Donc, on ajuste et ça nous permet d'être vraiment plus efficace finalement. Donc, ça ressemble à ça. C'est ma dernière slide. Ça a l'air de quoi? Y a-t-il des gens qui sont prêts à commenter? Avez-vous des questions? Le dernier 15 minutes est à nous. Soyez bien à l'aise. Bonjour. Bonjour, Anne. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, Isabelle. Je trouve ça, bien évidemment, très intéressant. Dans le marketing, puis je ne sais pas s'il y a ouverture à en parler aujourd'hui, là. Oui, il y a définir son entreprise, le positionnement, hein, qui on est, c'est qui notre persona, tout ça. Mais il y a également tout un gros questionnement sur quels canaux de communication, parce que moi, je peux tout écrire ça, c'est clair et net. Mais à un moment donné, je dois entrer en contact avec des gens. Oui. Puis là, ces gens-là, ben, tu sais, je veux dire, ils ne cognent pas, mais il n'y a pas une file là, dehors d'attente. Là. Exact. Fait que c'est à chaque ben, je pense qu'on est tous un peu dans cette situation-là, là, en différentes industries, différents domaines, c'est d'aller vers les clients. Exactement. Là, moi, ben, il y a beaucoup de façons d'aller vers les clients. Oui. Puis quand, tu sais, cette réflexion-là, là, justement, c'est ça. Moi, j'appelle toujours ça du marketing intelligent, là, se poser les questions, avoir les informations. Puis là, après, le deuxième défi, c'est ça. C'est aligner nos communications. Tantôt, je parlais d'énoncés de positionnement. Fait que c'est d'aligner nos communications, créer des elevator pitch pour des activités de réseautage, par exemple. Penser à ses clients. Tu sais, quand on disait, on a notre speech, puis il y a les clients qui nous entendent, comment est-ce qu'on les fait connecter ensemble? Bien, pour bien les faire connecter ensemble, on a à l'écran ici un exemple là, de persona, puis j'ai d'autres, je ne les ai pas mis dans cette page-là. C'est vraiment de penser à ces clients-là. Tu sais, exemple, le client avec qui je travaille actuellement dans l'Est de Montréal, je donne toujours son exemple parce qu'on est là-dedans quasiment à temps plein de ce temps-ci, là. Mais le président me disait hey, bonne chance, on n'a pas de persona, nous autres, on sert tout le monde. Hein? Fait que servir tout le monde, c'est un peu comme pas nécessairement servir personne, mais tu sais comment t'adresser. Tu sais, ça devient. Puis finalement, ça nous a pris facilement 1 heure parce qu'il y avait plein de monde. Ben, les 8 personnes, les 7 personnes autour de la table avaient plein d'idées différentes. Puis là, à un moment donné, je fais OK, toi, tu es représentant dans tel domaine, toi, tu es dans tel domaine. OK, déjà là, c'était différent. Puis on pensait que c'était par industrie au début, parce qu'on en a énuméré plusieurs. Puis là, je vais aller rapidement à ta question, mais pour ça, il faut à la base bien connaître nos clients, bien les différencier,
parce que je ne parlerai pas de la même façon dans leur cas. Ce n'est pas l'industrie minière puis l'industrie alimentaire qui était un persona différent. C'était dans l'industrie, il y a des spécialistes puis il y a des généralistes. Les spécialistes sont spécialisés dans leur domaine, mais on peut leur parler avec nos termes techniques. Si on ne leur parle pas avec nos termes techniques, ils vont s'inquiéter, ils vont se dire, mon Dieu, ils ne sont pas crédibles non plus. Mais un généraliste, il est dans un contexte d'urgence. Si tu appelles, sa chaîne de montage est arrêtée, là, ou la qualité de l'eau dans une municipalité, il y a une alerte, là, puis là, il faut trouver une solution rapidement. Donc, le généraliste, on est côté pompier. Fait qu'on regarde, on se prend un template comme ça, dans le fond, on se dit, OK, ce client-là, là, on le cible vraiment. Ce client-là, comment ça fonctionne? C'est quoi ses objectifs? C'est quoi ses attentes? C'est quoi la façon de le rejoindre? On voit beaucoup, il y a des spécialistes LinkedIn sur LinkedIn qui vont t'encourager à aller sur LinkedIn. Mais de l'autre côté, est-ce que tes clients sont sur LinkedIn? J'avais une cliente comme ça, elle dit, je suis sur LinkedIn, puis finalement, on se rend compte en faisant la réflexion stratégique, puis le sondage un petit peu aux clients, que les gens ses clients ne sont pas sur LinkedIn, c'est des PME, beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de la construction et tout ça. Ils ont un compte, mais ils ne sont pas actifs, puis ils ne vont surtout pas. Par contre, leurs partenaires sont sur LinkedIn. Donc, on adapte notre discours. Évidemment, on ne parle pas aux clients utilisateurs, on va parler aux partenaires. Donc, comment est-ce que je peux aider tel genre de partenaire? Bien là, le partenaire devient un persona aussi pour nous. Parce que là, comment je vais parler à quelqu'un qui est en finance? Admettons, je veux travailler avec Karine Fortin qui est ici aujourd'hui. Bien, qu'est-ce que je dois lui dire pour qu'elle comprenne ce que je fais? Et surtout qu'elle voit comment est-ce que je peux aider son client à faire sa réflexion stratégique, par exemple. À force de te nommer, Karine, hein, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Effectivement, mais c'est ça, je le dînais en même temps, c'est pour ça que j'étais sur le mur. Ben oui, non, c'est correct. Qu'Annie, je ne sais pas si ça répond à ta question dans un contexte de, il n'y a pas de formule magique hein, non plus, de se dire, il faut que je connaisse mes clients, puis il faut que je sache comment les rejoindre. Tu sais, exemple, les PME, moi, pour les rejoindre, mes activités de réseautage, je ne rencontrerai pas des PME dans mes activités de réseautage. Je vais avoir plus un speech pour parler à mon persona, travailleur autonome, par exemple. Par contre, j'ai des gens qui peuvent devenir des partenaires potentiels qui servent les mêmes clients que moi. Donc, dans mon réseautage, selon les gens qui sont présents, j'adapte mon speech en fonction de ça. Sur les médias sociaux, c'est à savoir s'ils sont présents puis s'ils sont actifs aussi, évidemment. Là. Puis après, il y a tout, entre autres, il y a tellement de possibilités. Il y a beaucoup de publicité aussi qu'on peut faire. Mais moi, je vous dirais, encore là, dans le contexte du marketing intelligent, il faut utiliser les ressources qu'on a pour faire du marketing gratuit à la base. T'sais. Exemple, LinkedIn, si nos clients sont là, c'est gratuit. On fait des publications, on peut faire de la publicité aussi, mais avant d'aller dépenser, puis j'avais le même contexte avec qu'on parle de l'aubainerie ou de Publisac. Je n'avais pas besoin de faire des publicités dans les agences marketing. La meilleure chose à faire en période de lancement surtout, on s'invite, puis on s'en vient faire un pitch, puis on arrive avec un très bon lunch. Je ne sais pas si ça a dû être tranquille dans les dernières années, là, mais du moins, à ce moment-là, c'était quelque chose qui était très bon. Mais je te dirais même, Anne, pose les questions à tes clients, voir comment, c'est où que tu peux les rejoindre dans leur, tu sais, comme là, tu travailles déjà avec eux autres, mais tu peux regarder comment est-ce que tu les as rejoints, puis comment est-ce que tu peux rejoindre d'autres personnes qui ont ce profil-là, évidemment, pour les clients que tu cibles. Là. Mais ce n'est pas facile, hein? C'est pas, je suis très d'accord avec toi. Ouais, faut sortir. Je pense que c'est une espèce de mix là, qui fait le succès. C'est-à-dire que si on mise juste là, sur un canal, là, une méthode, ça a ses limites, mais en étant là, plus, disons, là, versatile, là, tu sais, de tester différentes façons, là. Là, effectivement, on se rend compte que c'est justement là, les clients, là, ils arrivent vraiment de différentes manières. Puis c'est de voir aussi quelles actions tu as fait avant. T'sais, on parle souvent de KPI, là, mais moi, je ne mesure pas tout non plus, là, mais certaines actions que je fais, je vois que, oups, il y a des résultats, il y a des gens qui m'invitent sur LinkedIn. OK, ils me regardent aller parce qu'il y a une publication qui a été partagée. J'en fais beaucoup, mais je n'en ai pas fait pendant l'été. Mais là, je me réactive. LinkedIn m'a peut-être oublié avec son algorithme pendant l'été, mais moi, j'assume qu'il va me reconnaître quand je vais revenir parce que c'est pas vrai que je vais devenir esclave d'un média social, par exemple. Là. Mais il y a tout le côté aussi de l'automatisation.
Hein, c'est quoi le fameux canal de vente du client? Fait que tout ça découle de cette réflexion-là, parce que quand on connaît ça, quand on a cette information-là, après, on devient beaucoup plus agile à trouver la meilleure façon de faire, du moins à le tester, parce que déjà là, notre communication de vente, la déclinaison de l'énoncé de positionnement dont je parlais tantôt, là, bien, tout ce volet-là, il est réglé. On a déjà les bons mots, on sait ce qui fait réagir les gens. Encore là, on teste, ça s'améliore. Puis des fois, oups, OK, tel persona ou tel profil de client. Exemple, mon solopreneur, ma PME, ben, j'ai un discours différent, mais je fais la même chose. Mais je m'adresse à eux d'une façon différente dans les mots. Tu sais, exemple, tantôt, je parlais de planification, de réflexion stratégique. Les PME aiment la planification stratégique. Les solopreneurs aiment moins ça, ou les plus petites entreprises, ils ont l'impression que c'est gros et que ça ne sert pas à grand-chose finalement. Mais la façon dont on le fait la différence. C'est mon positionnement, c'est ça que je ressens dans les conversations. Ça a l'air facile hein, de la façon que j'en parle, mais un coup que c'est clair, c'est tellement plus facile. C'est vraiment de tester. En tant que conseillère en ressources humaines, j'ai évolué dans ce monde-là de marketing depuis maintenant presque 2 ans. Au début, je ne connaissais pas ça. Ça s'apprend, là, on peut évoluer là-dedans. Absolument. C'est intéressant, même si ça ne sera jamais ma spécialité. Ben, c'est correct, chacun son domaine. Il est déjà 1h. Ça me fait plaisir. Anne, contacte-moi si tu veux pour en discuter plus. Peut-être que je peux te donner un petit coup de main comme ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Levez la main si c'est le cas. Autrement, comme je l'inscrivais dans la discussion, dans le chat, il va y avoir un lien de rétroaction qui va être envoyé par courriel à tous les participants. Donc, qui va comprendre la présentation d'Isabelle, le lien pour visionner l'enregistrement également. Donc, il y a des bouts qui ont peut-être passé vite. Si vous voulez les revoir, vous allez pouvoir voir la présentation en enregistrement. Et également, le lien pour vous procurer la formation d'Isabelle qui va être dans le courriel de rétroaction aussi pour aller directement acheter la formation si c'est quelque chose qui vous intéresse éventuellement. Et les coordonnées d'Isabelle vont être là aussi. La meilleure façon de rejoindre Isabelle, on ne se le cachera pas, c'est de vous mettre membre de business.ca, de créer votre profil si ce n'est pas déjà le cas, et ensuite de la demander en ami tout simplement. Et ensuite, donc pour les clients, vous pouvez consulter le répertoire des consultants. Il y en a 230 actuellement dans la plateforme. Et les consultants peuvent se regrouper entre eux, créer des discussions, se tenir au courant de ce qui se passe, demander de l'aide, donner des mandats en sous-traitance également. Donc, c'est une belle plateforme de communauté. Si vous n'êtes pas déjà venu, ben, on vous souhaite la bienvenue. Et s'il y en a qui ont des questions particulièrement sur business.ca, vous pouvez rester à la toute fin quand les autres ont quitté. Ça me fera plaisir de répondre pour vous. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en profite pour donner un main d'applaudissement à Isabelle parce que c'était vraiment très intéressant et très à propos. Je pense que c'est nécessaire pour tout le monde de savoir se vendre, de savoir vendre ses produits et services. Donc, j'ai Julie qui a une question, je crois. Non? Cindy d'abord. Ah, c'est un bravo, Cindy. Ah, c'est les bravos, excuse. OK, j'avais vu que je pensais que c'était à main. Je dis, je changer mes lunettes, je pense. Donc, effectivement, bravo Isabelle. Belle et intéressante présentation. Beaucoup de commentaires positifs dans le chat. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 13h moins 2 minutes. Donc, on est rentré dans les temps. Merci beaucoup, Isabelle. Yes, merci à tout le monde. En terminant. Merci, Nicolas. Donc, ben, merci beaucoup. Si ça vous tente, allez sur mon site Internet. On peut se booker sur mon lien Calendly dans la page Contact si vous voulez qu'on jase une demi-heure. Des fois, ça prend une petite demi-heure pour déclencher le reste. Fait que, on ne sait pas, peut-être que c'est votre cas. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Et ton site Internet, c'est https://isabellegiroux.com. Voilà. Et voilà. Ben, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite Merci un bel après-midi. Au plaisir. Merci d'avoir participé à cet événement de business.ca. Comme je vous dis, s'il y a des questions, vous pouvez rester à la fin. Bonne fin de journée, au plaisir. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée. Bon. Les gens de Trémax sont encore là. Sandra, est-ce que tu avais des questions pour moi? Oh, vous êtes sur mute, Sandra. Est-ce que je reste, Nicolas? Ou c'est plus En fait, probébus.ca si à ce volet-là? les questions ne sont pas pour toi, tu peux nous laisser. Fait que je vais envoyer le courriel de rétroaction à tout le monde ainsi qu'à toi, probablement soit fin de journée ou demain matin. OK, bien parfait. Ben, Good, merci beaucoup. félicitations, c'était À très bientôt. intéressant. Merci, c'est Merci, gentil. bye-bye. Bye-bye. Donc, Sandra, je ne t'entends pas. Tu es en mesure de démarrer d'activer le son, si tu veux me poser une question. En bas à gauche. Le petit micro en bas à gauche. Sinon, tu peux me l'écrire dans la discussion si tu as une question. Ou encore par courriel. Ça marche? Bon, bonne fin de journée.